Eh bien, bonjour à tous. Un peu de silence devant, s'il vous plaît. Bonjour à tous, on va commencer. Et je vous remercie d'être venus à cette présentation. Je vais vous parler aujourd'hui du second écran chez M6 Web. Et je vais d'abord présenter rapidement ce qu'est M6 Web. Donc M6 Web, c'est l'offre digitale et interactive du groupe M6. M6, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne de télévision française. C'est vrai que faut que je précise ça, comme nous ne sommes pas en France. Et donc M6 Web, c'est le web de M6. Donc on est basé à Lyon, on s'occupe d'à peu près 20 sites, et notamment de Sisplay, dont je m'occupe particulièrement. Et Sisplay, c'est l'offre de la télévision de rattrapage des chaînes du groupe M6, le live et le second écran. On va parler de second écran aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que le second écran? Comme l'explique particulièrement ce GIF, le second écran, c'est vous proposer de regarder la télévision, ce que je ne vous force pas à faire, mais si vous regardez, c'est de vous proposer de regarder la télévision et de bénéficier d'une expérience corrélée à ce qui se passe à la télévision sur votre smartphone. Donc c'est une explication très rapide, mais on va passer en revue deux émissions. On va parler un peu de deux émissions en particulier. Vous allez comprendre des use cases de second écran de manière plus précise. Un autre point qu'il faut que je précise, c'est que c'est pas une conférence auquel vous allez assister, mais 3 conférences. Donc c'est une conférence qu'on avait proposée en 3 parties, tellement il y a de trucs à dire. Et donc malheureusement, je dois la faire en une seule fois. Et donc je risque de passer très vite sur certains points. Il ne faudra pas hésiter à me poser des questions au PHP Tour ou après. Et je vais oblitérer des parties entières également. Pour vous terminer sur le contexte, nous, l'expérience second écran, si vous êtes en France, mais vous la vivez au travers de l'application Sisplay, donc l'application Sisplay qui est disponible sur votre PC à travers sisplay.fr, sur votre mobile ou votre tablette iPhone, Android. Donc c'est une application très très massivement installée en France. Je crois qu'un iPad sur 3, je crois, a Sisplay installé en France. Et bon, pour le contexte, pour parler un peu technique, parce que quand même on est un peu là pour ça, donc au niveau du second écran, sur les back-ends sont réalisés essentiellement en PHP, avec Symfony, Composer, Atom pour les tests unitaires. Il y a un peu de Node.js pour l'outillage, et un peu de l'UA sur Nginx pour des choses très très simples et bien plus spécialisées. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Qui a regardé l'émission qui a été diffusée, je crois, la dernière fois, le 5 mai, Qu'est-ce que je sais vraiment, en France? N'ayez pas peur. Bon, pas beaucoup de monde. Oui, Arte, regarde. Magnifique. Donc, très simplement, c'est une émission de quiz où il y a des invités, des étudiants, etc. Il y a une charmante présentatrice qui pose des questions et vous avez quatre types de réponses. Donc j'ai une petite vidéo qui vous présente comment on peut répondre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le concept de l'émission, c'est que la question est posée aux téléspectateurs et à un moment donné, la présentatrice dit « vous avez 4 secondes pour répondre à cette question ». Et à ce moment-là, les invités ont 4 secondes pour répondre à la question. Et vous, chez vous, quand la présentatrice va dire « vous avez 4 secondes pour répondre à cette question », le compteur des 4 secondes va se déclencher de manière synchronisée avec la télévision et vous allez pouvoir répondre à la même question que les invités sur le plateau, accumuler des points, comparer votre score, etc. Ça, c'est le concept de l'émission. Je ne passe pas plus, c'est des QCM ou des tris ou des choses comme ça, différents types de questions. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé, c'est un projet 2013 pour nous. Et donc quand on a été confronté à ce projet, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a installé du monitoring derrière nos applications mobiles. En fait, on est très friand de monitoring, mais c'était la première fois qu'on faisait du monitoring côté client. Et donc on a développé 2 projets en Node.js qui permettent aux applications d'envoyer des messages sur des actions, des logs ou du graphe, et qui va nous donner une vision très précise de ce qui se passe sur nos applications. Il faut comprendre que
Avant ça, on ne savait pas vraiment ce que les utilisateurs faisaient pendant que le show était diffusé. Et donc une première chose qu'on a appris, c'est que les utilisateurs font n'importe quoi. Donc ils font, quand vous leur dites connectez-vous sur votre application Sysplay, eh ben, c'est pas assez précis comme message. Ils vont cliquer à droite à gauche, pas forcément. Ils vont se connecter, alors ils vont créer un compte. Bah, c'est pas ce qu'on voulait dire, on voulait juste que tu ouvres l'application, etc. Et surtout, on a été confronté à des ramp-up extrêmement puissants. Donc là, vous voyez ici, à 20h30, il n'y a personne sur l'application. Et puis là, à 21h15, il y a des centaines de milliers de personnes. Et ça, on a pu le caractériser en installant du monitoring derrière nos applications. Donc, confronté à ça, pour donner la meilleure expérience à nos utilisateurs et puis pour éviter les incidents, on a considérablement simplifié notre système d'information, notamment la façon dont on exposait les données. Et là c'est un peu le moment déception. Je croyais que chez M6 Web, ils faisaient des trucs cool. Et ben, non, on a fait des trucs super rustiques. C'est-à-dire que pour absorber des ramp-up d'utilisateurs très 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 puissants, on a enlevé au maximum, on a dédynamisé en fait nos web services pour écrire des choses statiques sur du S3, sur des systèmes de fichiers statiques, ou être servi à travers l'UA et Nginx. Et bien sûr, on a mis un proc du cache devant. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est pour m'excuser par rapport à votre déception, je m'attendais à ce qu'il fasse du WebSocket ou des choses comme ça, c'est qu'on on a eu sur Qu'est-ce que je sais vraiment, notamment en 2013, 500 000 personnes connectées qui jouaient simultanément. Et ça c'est record du monde, c'est arrivé nulle part ailleurs, quoi. Donc ouvrir 500 000 WebSockets pour faire de la communication synchrone, c'est très difficile. Donc nous, on se contentait d'envoyer sur S3 les informations qui devaient être utilisées par les utilisateurs, et les applications pôlées allaient régulièrement venir les chercher. Une autre chose qu'on a appris, c'est en termes d'architecture SOA, c'est que mieux vaut plein de petits web services rapides qu'un seul lent. Je vais détailler un petit peu plus ce concept. Mais quand vous travaillez avec des gens qui intègrent des applications au-dessus de vos web services, eux, ils veulent que ça aille vite. Donc, ils veulent que ça aille vite, dans le sens, je clique sur la page de mon application mobile, etc. Et je voudrais, idéalement, s'il te plaît, ne faire qu'un seul appel web service. Et que ça remonte toutes les informations. Il faut savoir que nous, dans le second écran, on est confronté à ça. C'est-à-dire, on est confronté à une saisonnalité de trafic qui est complètement inhabituelle. Ici, il ne se passe rien. Et là, Karine Le Marchand pose une question. Et là, il se passe 110 000 requêtes secondes. Et là, puis là, ça s'arrête. Et puis voilà. Et ça, c'est vraiment très très particulier. Donc moi, j'appelle ça le mur de connexion. C'est-à-dire que si vous prenez pas en compte cette saisonnalité de trafic bien particulière, le fait qu'il n'y ait rien et subitement plein de choses, vous n'allez pas franchir ce mur. C'est-à-dire que à ce moment-là, vos systèmes ils vont s'effondrer. Donc il ne vous faut plus une Ferrari, il vous faut une Ferrari montée sur des chenilles, enfin un truc vraiment complètement particulier. Donc si je reprends au début, si vous écoutez votre intégrateur, il veut un seul web service. Il dit, moi je ne veux pas m'embêter, je veux t'appeler une fois et que tu me renvoies tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire à faire mon expérience de second écran. Donc là, c'était le premier système qu'on avait mis en place avant Qu'est-ce que je sais vraiment. On avait fait un système qui faisait un gros calcul ici, qui allait récupérer tout plein de données dans notre système d'information, et puis un seul appel entre le mobile et notre API. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, ça, c'est des informations qui ont des fraîcheurs très différentes. Par exemple, Live Broadcast Event, c'est ce qui se passe à la télé en temps réel. Ce n'est pas une donnée qu'on peut cacher longtemps, parce qu'il faut bien qu'on puisse réagir en temps réel à ce qui se passe à l'antenne. Donc, à cause de cet élément-là, on ne pouvait pas mettre en cache beaucoup ce web service-là. Il faut bien comprendre aussi que chaque device mobile écoutait le son de la télévision pour se synchroniser à la seconde près sur le moment de l'émission sur lequel il était. Et il envoyait cette information en faisant un appel ici. Donc ici, on avait une variété d'URL de malade. En fait, on avait
15 secondes de variété d'URL. Enfin, même si le signal télévisuel, vous le recevez en à peu près 15 secondes selon votre opérateur, etc., il y avait des gens qui étaient allés partir faire pipi, qui avaient mis pause, et qui voulaient ensuite continuer à jouer à l'émission en reprenant leur émission. Donc on avait une grosse variété d'URL. Et donc ça, ce système-là, quand vous le testez, c'est super. Là, c'est des requêtes par seconde, mais c'est schématiquement, mais à pas beaucoup de requêtes par seconde, ça va très vite. Mais dès que vous augmentez les requêtes par seconde, les performances, elles vont s'effondrer. Donc, pour pallier à ça, on a dû demander aux gens qui faisaient l'intégration de travailler un petit peu plus. Au lieu de faire un gros web service qui réunissait tout, on en a fait plusieurs qui étaient bien spécialisés dans leur métier. Et on a dû faire des compromis avec les intégrateurs, donc notamment des compromis sur la web perf. On a dû subir les manifestations de tous les chefs de projet qui disaient que c'était trop compliqué, et voilà, etc., et qu'on allait exploser tous les délais, etc. Mais on a donc isolé le web service qui était dur à scaler, celui qui calculait la timeline, et on a dit à l'application mobile, tu vas récupérer ta timeline. Bon, celui-là, il ne contiendra, au lieu de contenir comme avant toutes les informations dont tu as besoin pour jouer, tu vas devoir récupérer cette timeline, la parser et aller chercher tes contenus à droite et à gauche et gérer toi-même le moment où tu dois les diffuser, les moments où tu dois les présenter aux téléspectateurs. Et donc ici, on avait toujours une grande variété d'URL et un cache un peu court, mais ici, on avait des caches très très longs parce que les contenus, c'est les contenus, on les changeait pas. Et ce qui était intéressant sur cette expérience avec Qu'est-ce que je sais vraiment, c'est qu'on avait un temps de réponse au départ moins bon, c'est-à-dire que quand le client a testé son application mobile, il a trouvé pas ça génial, c'était un peu moins rapide que la première version, mais par contre, ça a beaucoup mieux tenu la charge, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire 500 000 Madame Michu connectées en même temps qui jouaient. On n'aurait pas pu faire ça si on n'avait pas fait ce refactoring. Un dernier point, c'est qu'on a pris, et là je vais me faire assassiner par pas mal de gens, on a pris énormément de liberté avec REST. Et alors, donc quand j'ai présenté un petit bout d'information, il y a des gens qui me disent « Oui, tu connais pas REST et tout, nanana ». Alors moi, dans mon équipe, quand il y a quelqu'un qui me dit « Ce que tu fais, c'est pas REST », moi je lui dis « Bah oui, c'est pas SOAP non plus, tu vois. Ok, ton argument est invalide. » Et donc, je vais une magnifique citation de Pablo Picasso, mais que j'aime bien. C'est pas parce que je prends des libertés avec un protocole que je le connais pas, peut-être au contraire. Enfin voilà. Et donc on a fait des trucs comme ça. Et là, il y a le scandale en réunion et tout ça. Enfin voilà. Quand on va récupérer nos contenus, on y mettait un numéro de révision. Pourquoi on faisait ça en fait? On faisait ça pour pouvoir gérer du cache. C'est vraiment très très simple. C'est-à-dire que quand vous appelez V1 content 12, juste ça, vous tombiez sur un contenu qui était frais, qui n'avait pas de cache, qui était le vrai contenu. Mais quand vous l'appeliez avec un numéro de révision, vous tombiez sur un contenu caché. Et donc, l'appel qui était fait là, il était fait avec un numéro de révision, on tombait sur un contenu caché et on était beaucoup plus scalable. Et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, que designer la façon dont on allait mettre en cache les contenus dès la conception, dès le départ, ça faisait partie du métier d'architecte, c'était de l'architecture. Si vous voulez faire, pour nous, on s'est dit que ça devrait être rapide, mais ça devait être rapide tout le temps, et ça c'est aussi une grande leçon qu'on a appris en faisant du second écran. Voilà pour Qu'est-ce que je sais vraiment. On va passer maintenant au deuxième cas d'utilisation, à deuxième show qu'on a fait chez M6. Je ne sais pas qui a regardé Rising Star. Ici, je sais que l'émission est passée en Belgique aussi. Je ne sais pas s'il y a des Belges. Oui. Non, c'est tout. Personne n'a regardé. C'est toujours Arte, mais personne d'autre. Bon, ok. Donc, je vais vous expliquer vite fait le contenu de l'émission. Donc, à la différence de Qu'est-ce que je sais vraiment, Rising Star était une émission en direct. Non, mais je vous force pas à regarder la télé. Rising Star était une émission en direct et en gros c'est un télécrochet ou avec des chanteurs qui passent. Donc là je vous passe la vidéo. Et la particularité de ce jeu, c'était que c'était le public qui avait le contrôle sur le fait, qui décidait si le chanteur continuait ou pas l'émission. Donc il y avait une jauge qui apparaissait sur l'écran
Avant l'émission, on vous demandait de vous enregistrer. Le nombre d'enregistrements constituait une base 100. Et ensuite, vous votiez oui ou non en direct sur votre smartphone. Et la jauge augmentait. Donc, petit bonus, vous aviez la possibilité, si vous étiez connecté via Facebook, de voir votre avatar Facebook apparaître à la télé, sur un mur. Et donc, pendant que la personne chantait, bon, il y avait un jury aussi, mais bon, voilà, le jury comptait aussi dans le score. Pendant que la personne chantait, la jauge montait, et à la fin, le mur se levait dans une explosion de joie, etc. Enfin, voilà. Donc, un grand moment de télé. Et on va voir le mur se lever. Et puis, enfin, sur votre smartphone, vous voyez le résultat du show. Oui, sans le son. Moi, j'ai regardé tout le truc sans le son. Donc, je sais pas, j'ai pas voulu vous mettre le son. Pourtant, elle a bien chanté, je crois. Bon, là, le mur est plein. Et voilà, le mur se lève et le candidat voit le jury et les spectateurs. Donc ça, c'est une émission en direct. Donc on nous a présenté ce projet en 2014, le 1er avril 2014, c'était pas une blague et ça devait être diffusé en septembre 2014. Donc là, je vous remets un petit peu les différents écrans sur smartphone que vous pouviez voir. Il faut savoir qu'il y avait donc, dans ce jeu, il y avait différents statuts. On passait sur un statut « je me connecte », ensuite « je vote oui ou non ». Ensuite, ok, tu as voté, et ensuite on te disait si le mur s'est levé ou pas sur le candidat. Donc la cinématique du jeu était toujours la même. Enfin, le candidat passait, le candidat était présenté, on s'enregistrait, on votait pour lui ou pas, etc. Donc on devait concevoir un système temps réel, adapté pour le live, résilient et performant. Je vais malheureusement avoir pas beaucoup le temps d'en parler, mais bon, ça devait fonctionner. Qui devait contenir du log et du monitoring, et là c'était dans le cahier des charges, c'est pas nous qui le voulions, c'est dans le cahier des charges. On devait être capable pendant l'émission de dire à la production oui, notre système il marche bien, oui, vous pouvez vous fier à nos chiffres, enfin, voilà, on devait être capable de le dire, et qui devait s'intégrer au système télé. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que on ne ferait pas de temps réel, on ferait du très rapide. On a décidé que le temps réel c'était trop compliqué et que le suffisamment rapide ça ferait comme temps réel. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire comme pour Qu'est-ce que je sais vraiment, se synchroniser avec le son de la télé, etc. On allait depuis un baco, envoyer des signaux d'avancée de cinématique pour faire passer le jeu à l'étape suivante. Donc par exemple, là on est en voting, le statut voting hurry up, c'est la fin du vote, et puis il y a un bouton pour faire passer au voting over pour clore le vote, quoi. Et donc il y avait quelqu'un tous les soirs, je ne sais pas comment il s'appelait, Régis ou Jean-Michel, je ne sais pas comment il s'appelait, qui transpirait à grosses gouttes derrière un baco et qui devait cliquer dans un back-office. C'était pas le seul à transpirer. Et donc ensuite, vos applications allaient régulièrement poler le statut du jeu en cours. Et puis, si elles voyaient un nouvel état du jeu, vous présentez un nouvel écran, par exemple. Ok, vous ne pouvez plus voter, donc tu ne peux plus voter parce que le vote est fini. On s'est ensuite, une fois décidé ça, on s'est ensuite donné des objectifs. Donc ça se fait conjointement avec l'équipe des ops, le marketing, etc. On s'est dit qu'on allait être capable de gérer 2 millions de votants sur 30 secondes de ramp-up. Donc c'est-à-dire 2 millions de personnes de Madame Michu qui, en 30 secondes, décident d'allumer leur smartphone et se mettent à jouer. Les 5 secondes de short polling, ça allait être notre temps réel. Donc le temps réel à 5 secondes, en fait, ça a très bien marché. Enfin, ceux qui ont joué, je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez, mais ça donnait un sentiment de temps réel. On a décidé que ces 2 millions de personnes voteraient toutes en 20 secondes. Donc il nous fallait un système qui gère 100 000 écritures par seconde. Je ne sais pas, ça vous paraît rien, mais moi quand j'arrive dans le bureau de sysadmin, je dis bonjour, 100 000 écritures par seconde. Voilà. Et enfin, il fallait loguer tous les votes. Ça, c'était la contrainte dite de Maître Nadjar. Parce que comme c'était un jeu, il fallait que l'huissier de justice puisse ensuite, après coup, consulter l'intégralité des votes. Et donc, avant de penser à quoi que ce soit, on a pensé à notre infrastructure. On s'est d'abord dit, qu'est-ce qu'on va trouver chez nous ou sur le marché qui va faire 100 000 écritures secondes dans le temps qu'on avait pour faire le projet. Donc je crois que nos MySQL, je pense Baptiste, ils font 40 000 lectures secondes en maximum.
Bon, voilà. Bon, ça, c'est de la lecture. Entre guillemets, la lecture, c'est facile. Donc, l'écriture, c'est une autre paire de manches. On n'avait pas vraiment de solution chez nous. Donc, pour ça, on a décidé très tôt d'utiliser Amazon DynamoDB pour stocker les logs et les compteurs. Amazon SQS pour transporter les messages. Et ça va découler d'un autre principe que je vais exposer tout de suite. Donc, Amazon SQL, Amazon DynamoDB, c'est une base de données NoSQL managée par Amazon. Donc, grosso modo, ça vous permet de stocker des données en ligne et des compteurs. Amazon SQS, c'est une sorte de RabbitMQ, c'est plus proche de Stomp, je pense, mais c'est une sorte de RabbitMQ managé par Amazon. Et puis, on a décidé d'utiliser Redis pour épargner notamment DynamoDB et puis pour faire une mémoire locale. Les grands principes qu'on a définis dès le départ, c'est que les applications se connecteraient directement à Amazon. Et ça, c'est un vrai point important. En fait, ça peut paraître évident maintenant, mais quand vous voulez faire 100 000 écritures secondes, c'est inenvisageable de dire que votre application elle va faire un post sur un web service qui est géré par des machines que vous gérez vous-même. En fait, c'est vraiment très difficile. Le fait de dire que les applications allaient communiquer directement avec les infrastructures d'Amazon, ça a solutionné beaucoup de problèmes. Ça en a posé un. C'est où est-ce qu'on met nos credentials Amazon? On les met en dur dans l'application, et puis après on se les fait piquer. Il y a une conférence très intéressante sur Peril of the Cloud donc, qui a bien expliqué ces problèmes. Et nous, on a choisi d'utiliser une solution proposée par Amazon, c'est le token Simple Token Services, STS, qui est de dire je vais demander un token et puis on va me donner un token qui a une durée de vie courte et qui permet de faire uniquement ce qu'on me permet de faire, c'est-à-dire poster un message dans SQS. Ensuite, on va aller faire un traitement asynchrone des messages, toujours sur notre principe, temps réel égale très rapide. On va faire un traitement asynchrone des messages, mais dimensionner le machin pour que ça aille assez vite. Et enfin, on allait épargner au maximum les services managés, notamment en utilisant Redis. Il faut savoir que les services managés chez Amazon, on réserve à l'avance les I/O qu'on veut. Donc on leur dit, attention, ce soir sur cette table, je veux 100 000 écritures secondes. Bon, si on dépasse les 100 000 écritures secondes, ils assurent plus, quoi. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on ne fait pas plus de choses que possible. Donc in fine, le projet, ça revenait surtout à faire un projet de worker, c'est-à-dire que les messages atterrissant directement dans l'infrastructure Amazon, on devait simplement les récupérer très vite et les agréger très très vite dans des structures DynamoDB, puis les exposer au système télé. Et donc, quand on a dit qu'on fait des workers, c'est poser la question en quoi on allait faire les workers. Donc là, il y a eu des gros débats, ouais, Node, Ruby, Python, machin. Donc à l'époque, on avait surtout un plateau avec des gros développeurs PHP, donc naturellement, on voulait non pas gros, avec beaucoup de développeurs PHP. Et naturellement, on aurait préféré utiliser PHP, mais il y avait toujours le débat de la performance, est-ce que nanana. Et donc, on a un peu conclu le débat en se disant que de toute façon, PHP, il allait attendre SQS, et la latence d'SQS c'est 150 millisecondes, DynamoDB 250 millisecondes. Et donc c'est des temps assez importants, et de toute façon, qu'on fasse du PHP à 30 millisecondes ou du Node à 5 millisecondes, ça n'allait pas changer la face de la Terre en termes de vitesse, donc autant faire du PHP. Et il s'est trouvé que quand on a fait du PHP, le PHP il prenait que 5 millisecondes, quoi. Donc le traitement... le temps qu'on perdait dans PHP, il était relativement faible. Éventuellement, avec d'autres langages, on serait allé plus vite, mais ça aurait toujours été du gain petit. Donc pour faire ça, on a fait deux bundles sur lesquels je vais passer très vite parce que je suis un peu en retard. Mais notamment le Daemon Bundle qui est très bien pour faire des démons et des workers, qui est très simple, qui fait uniquement ça et qui le fait très bien. On l'a utilisé sur Rising Star, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Je reviendrai là-dessus si vous avez des questions. Et donc enfin, le gros schéma, la big picture de Rising Star, c'était la suivante. Madame Michu est là, son application récupère un token STS qui a une durée de vie limitée. Son application polle régulièrement le statut du jeu. Dès qu'elle voit Anne Shirley chanter, Madame Michu vote oui pour Anne Shirley. Hop là, le vote, il arrive dans la file SQS. Les workers en PHP dépilent les messages. Ils écrivent les données dans DynamoDB. Et ensuite, d'autres workers lisent DynamoDB, écrivent sur S3, et le système TV lit les données depuis S3. C'est facile comme ça. Je vais détailler un peu plus l'acquisition des messages pour vous montrer une des problématiques qu'on a du réseau aussi, qui est une problématique pas facile à expliquer. Toujours Madame Michu envoie un message dans SQS.
bon, on va dire Monsieur Michu, hein, pour pas faire de... Je pense que c'est pas trop code of conduct à dire ça. Mais on a un worker en PHP qui lit un groupe de messages. Avant d'avoir lu, il a vérifié qu'il est bien dans le bon statut. Est-ce qu'on est dans un statut qui permet l'acquisition des messages? Si on n'y est pas, il fait rien. Le deuxième point, c'est qu'il vérifie qu'il n'a pas déjà vu ce message. Et donc ça, c'est un pool de Redis, pas géré par Amazon. Donc c'est plusieurs serveurs, je crois 12 serveurs Redis qu'on avait, dans plus que ça, 24, bon, je sais pas, bon, plein de serveurs Redis, on demandera à Baptiste. Il lit dans plein de serveurs Redis, il n'a pas déjà vu le message. Ensuite, il écrit le log, et enfin, il incrémente un compteur dans un Redis local, et il s'arrête. Et on a un deuxième type de worker sur la même machine EC2, enfin il y avait plein de machines EC2, mais donc il y avait au moins ces deux types de workers sur la même machine, qui lui, par exemple, toutes les secondes, va faire un get delete sur ce compteur dans ce Redis local, et va faire un incrément dans DynamoDB. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils se font chier, quoi? Pourquoi cette deuxième étape, on ne l'a pas fait avant? On ne l'a pas fait avant, parce que cette étape-là, elle nous permettait, au lieu de faire un +1 ici, elle nous permettait de faire un +42, un +124, un +25. Et ça, c'était pour résoudre une problématique très importante, notamment quand on gère des bases de données en cluster, comme est constitué DynamoDB, c'est le hotspot. DynamoDB, sur une table, il va vous garantir un certain nombre d'input-output par seconde, mais si vous voulez les faire sur la même ligne de cette table, ça ne va pas marcher comme ça. Avec ce système-là, on savait qu'au lieu de faire 100 000 écritures secondes sur notre compteur, on allait, là dans mon exemple, diviser par à peu près 100 le nombre d'écritures secondes. Donc on allait refroidir notre hotspot sur DynamoDB. Et on a testé avec ce système-là, qui était déjà bien. C'est le même problème que vous avez sur Cassandra, hein. S'il y a quelqu'un qui sait comment se débarrasser des hotspots sur des bases de données en cluster, il me le dit. Et quand on avait ce système-là, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. On a dû, pour écrire nos compteurs, c'est-à-dire le compteur, c'est le nombre de oui pour Anne Shirley, hein, qui chantait avant. Pour écrire le compteur, avant d'écrire le compteur, on n'a pas écrit un compteur, on a écrit 100 compteurs en faisant un rand, mais c'était effectivement ça qui était fait dans le worker en PHP. Et ensuite, le worker qui récupérait les résultats pour les écrire dans S3, eh bien, lui, il faisait l'addition côté PHP. Et en divisant le nombre d'écritures via le buffer dans Redis et via ce mécanisme de rand, on est arrivé à suffisamment refroidir le hotspot dans DynamoDB pour tenir la charge de 100 000 écritures secondes, 2 millions de personnes. Un autre problème qu'on a eu, c'est Guzzle 3 et non, c'est pas low latency, c'est high latency, enfin, bon, bref, et la latence importante qu'on avait sur les web services d'Amazon. Le client d'Amazon qu'on utilisait pour PHP, il utilisait Guzzle 3. Et Guzzle 3, quand il attend une réponse d'un web service, il continue à consommer du CPU. Et donc nous, on avait imaginé en concevant notre architecture qu'on allait pouvoir mettre plusieurs workers PHP, qu'il n'y avait de corps CPU sur nos machines. Et en fait, comme Guzzle 3 consommait 100% du CPU, eh bien, on ne pouvait pas, on était vachement limité. Et ça, c'était une grosse déception, on s'en a aperçu assez tard dans le projet, et donc voilà quoi, bam. Donc pour tenir la charge, et donc ça c'était l'objet de la conférence de Baptiste, mais il la fera plus tard un autre jour, il a fallu mettre 264 instances de workers pour dépiler, pour gérer tous les messages qu'on voulait gérer, parce que Guzzle 3 faisait 100% CPU sur les web services qui ont une latence forte. Et donc pour 250 VM, eh ben, il faut décrocher ton téléphone. Là, on s'est rendu compte aussi que le cloud, c'était pas magique. Il n'y avait pas... un jeudi soir, les Ops, ils ont dit « Bonjour Amazon, mettez-nous 250 VM ». Et puis à Dublin, ils ont dit « Ah ben non, il n'y en a plus. Comment ça, le cloud ?» Bon, alors je vais vous en mettre des plus grosses, mais je ne vous les ferai pas trop payer. Enfin, voilà. Et... Bon voilà, ça c'était la petite anecdote, mais le cloud c'est pas magique. Quand vous allez à des niveaux très 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 gros, à un moment, je pense que des VMEC2, on peut en avoir 25, 50 assez facilement, mais au bout de ça, ça marche plus, il ne faut plus cliquer dans une interface, il faut décrocher son téléphone, il faut avoir le support premium, etc. Un autre truc marrant qu'on a vu pendant l'émission, c'est les CDN et les short TTL. Donc les CDN du marché, ils ont...
On a eu du mal à trouver un CDN du marché. D'ailleurs, quand on annonçait la bande passante qu'on voulait faire, il y avait certaines personnes qui nous disaient « Ouh là là, c'est ce qu'on fait au niveau mondial, donc on ne veut pas le faire pour vous. » Bon, c'est pas un secret avec qui on a bossé. Si vous connaissez le marché des CDN, vous pouvez savoir assez facilement avec qui on a bossé, mais je peux pas le dire. Donc ici, ça c'est la problématique, c'est que nous, les applications mobiles faisaient un polling toutes les 5 secondes du statut. Donc nous, on devait demander au CDN de conserver dans leur cache les statuts uniquement 5 secondes. Et ça, c'est très bizarre pour un CDN, en fait. Un CDN qui a des edges partout dans le monde, qui a une architecture très distribuée, 5 secondes, c'est très court pour lui. Et in fine, ils avaient assez de mal à le faire. Et donc, notamment, là, c'est le statut vu par les workers pendant un soir de jeu. Donc, alors moi, je suis daltonien, c'est un peu dur pour moi, mais là, c'est un statut. Et puis là, on voit ici qu'il y a certains workers qui ne voient plus le statut. Et là, on a un changement de statut, je ne sais pas lequel c'est. Et là, encore un changement de statut. Et là, on a pas mal de workers qui commencent à plus rien voir. Et ici, sur cette colonne-là, pendant ces 10 secondes-là, vous pouvez constater qu'aucun worker n'a pu récupérer son statut. Et pendant ces 10 secondes-là, on a dépilé aucun vote. Donc, ce n'était pas un incident parce qu'on a rattrapé juste après. Mais c'est pour vous expliquer qu'un CDN du marché avec un TTL court, bah pour lui c'est difficile. Enfin, l'explication que le provider de CDN nous donnait, c'était ça, c'était que le TTL était trop court, il avait du mal à gérer. Et donc enfin, on a fait notre émission avec des ambiances de lancement de navettes spatiales sur tous les premiers soirs. Donc avec ici la télé en bas, donc oui, là c'est scène de ménage, c'est avant Rising Star, c'est bon se préparer là, parce que pendant les... Donc avec quelqu'un en pont téléphonique, avec la prod qui hurlait « on va lever le mur, on va le... » Enfin voilà, donc les premières versions c'était assez marrant, et puis voilà, vous constatez, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est pas la tête des gens, hein. C'est surtout que nous on avait la télé en bas, et puis on avait plein d'écrans de monitoring, des choses comme ça, parce que savoir être capable de dire à tout moment que oui, notre système est opérationnel, il fonctionne, ça restait quelque chose de... C'était dans le cahier des charges, quoi, et on devait dire ça. Et on a vu l'importance de mettre à jour les dashboards, et c'est devenu vraiment culturel chez nous, quoi. C'est-à-dire que les développeurs, maintenant, ne supportent pas de savoir ce qui se passe, ne supportent pas d'être aveugles sur la production, et pour Rising Star, c'était vraiment un mantra. Et donc, on a vraiment fait un bond en avant culturellement sur comment on utilise les dashboards, comment on les lit, comment on les fabrique, etc. Beaucoup plus de gens dans l'entreprise s'y sont mis. Et donc, on passait des soirées à regarder des petits graphes comme ça, où on pouvait constater que, par exemple, pour s'enregistrer, tout le monde s'enregistrait très vite. Et par exemple, pour écouter une chanson, donc là, c'est les check-ins, c'est les enregistrements. Pour écouter une chanson, ils attendaient un peu que l'artiste chante. Voilà. Donc, on voyait bien la distribution des votes et des enregistrements. Ça nous a permis aussi d'éviter des grosses catastrophes, le monitoring, comme par exemple, oh là là, il est 20 h, il n'y a aucun worker de check-in qui est démarré. Voilà. Bon, pourquoi ils sont tous arrêtés à 18h30, on ne le saura pas, mais bon, ça a été vraiment vital, on n'aurait pas pu faire. Et puis, quand vous avez 250 instances, faites pas 250 SSH hein, pour les démarrer, hein, les workers. Mais ça, c'est l'objet d'une conférence qui sera faite après. Voilà, je suis très en avance finalement, parce que j'ai parlé très vite, donc c'est bien, on aura le temps pour les questions. Je vais conclure rapidement avec tout ce que je vous ai évoqué. Donc, ce qu'on peut tirer de l'expérience second écran M6 Web, notamment sur ces 2 grosses émissions, c'est l'infrastructure en premier. C'est pas quelque chose qu'on a forcément bien fait, hein, parce que là je vous montre les résultats, mais choisir son infrastructure avant de commencer à réfléchir au workflow, aux algorithmes, etc., c'est vraiment vital. Nous, on doit faire 100 000 écritures secondes. Qu'est-ce qui peut faire 100 000 écritures secondes? Enfin, c'est vraiment le point à prendre en premier. Qu'il faut savoir sacrifier de la web perf pour la scalabilité. Que le très rapide, ça peut être considéré comme du temps réel. Et pour les puristes, en fait, rien n'est en réel. Enfin bon, bref, là, on peut en discuter aussi. Qu'il est tout à fait possible de faire des workers en PHP. J'ai passé un peu rapidement ce slide, mais
les workers qu'on a fait autour de notre... les workers qu'on a fait, on a fait des commandes Symfony 2, qui est considéré comme overkill par pas mal de gens. Ça a très bien marché. Ils étaient à 8 mégas de RAM, ils fuyaient pas, il y avait zéro problème. Donc en s'outillant correctement, c'est tout à fait possible d'en faire. Et je me dis, je vois pas pourquoi on n'en ferait pas, en fait, même si nos collègues allemands faisaient du Java, etc. Enfin, il n'y a aucune raison de ne pas en faire si vous êtes bon en PHP. Monitor all the things, c'est toujours très important. C'est notamment très important si vous faites... c'est très important dans notre métier, notamment avec la télé, etc. Mais c'est aussi valable dans un contexte e-commerce, suivre en temps réel, je sais pas, les commandes, les achats, etc. C'est juste vital dans nos métiers. Si vous travaillez sur des systèmes en cluster, les systèmes en cluster comme DynamoDB, Cassandra, MongoDB, CouchDB, CouchDB, ils vont vous vendre du rêve, de la scalabilité infinie, mais il y a toujours ce problème de hotspot. Si vous voulez écrire très rapidement sur une seule même donnée, eh bien, il faut imaginer des systèmes pour refroidir les hotspots. Et enfin, quand vous concevez votre architecture, le cache, c'est pas juste un amortisseur. À certains points, c'est ce qui va faire fonctionner, votre appli. Et donc, vous devez vraiment réfléchir au cache dès le début du projet. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions ? Alors, des questions, oui. Attends, il est là. Bien, merci pour ta conférence. J'ai bien compris l'aspect, on pense à l'infra et on pense comment on va faire tenir la charge. Et ensuite, on part de ce principe pour développer. Est-ce que vous avez fait des tests avant de lancer en live l'infra plus le code ? Oui, bien sûr, on a fait des tests. On a bien validé, enfin, je ne suis pas sûr de comprendre ta question, mais nous, on a validé nos objectifs de 2 millions d'utilisateurs et 20 secondes de temps de vote. Bien sûr, on a fait des tests et malheureusement, on n'a jamais vu 2 millions d'utilisateurs voter. Mais nous, on a validé bien sûr tout l'ensemble de l'infrastructure avec les objectifs qu'on s'était donnés. Et du coup, avec quel outil vous avez pu simuler ce genre de charge ? Alors, on a fait ça... Alors, on a fait ça avec un outil propriétaire et une société, je crois, qui s'appelle Neotis. Baptiste, c'est ça ? Enfin, mais on a utilisé un outil propriétaire, une société spécialisée dans les tests de charge. En fait, on ne peut pas faire ça avec Siège sur ton poste. Et dans le projet, la validation et les tests de montée en charge, c'est l'objet aussi de la conférence que Baptiste aurait pu faire. C'était un aspect qui a été fait très tardivement et qui au final a été très difficile à gérer, quoi. Donc, mais ta remarque est bonne. On doit penser à l'infrastructure et oui, on doit la tester à la fin. D'accord, merci. Merci pour la conf. J'avais deux petites questions en fait. Une qui rejoint les tests sur le case Rising Star. C'est de savoir si tu as dû chanter pour tester l'application. Non, merci. Et la deuxième, tu as parlé d'un système résilient. Oui. En quoi il était résilient et qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour cette résilience en fait ? Alors, la résilience, elle est faite dans les choix des outils qu'on a pris, mais c'est vrai qu'on a fait confiance à ce que nous proposait AWS. C'est-à-dire que AWS nous dit DynamoDB, vous réservez des I/O DynamoDB pour 100 000 I/O consistants par seconde. Et eux, en fait, derrière, ils mettent en place une infrastructure distribuée en cluster. Et ce cluster est chargé d'assurer la résilience de ton système. On a dû inventer 2-3 trucs, notamment au niveau de Redis, parce qu'à l'époque, je crois pas, Redis Cluster, je crois que c'est pas encore stable. C'est peut-être salé, mais en tout cas à l'époque, en 2014, ça ne l'était pas. Et donc nous, on a dû inventer un composant au-dessus, un bundle au-dessus de Redis pour faire du consistent hashing sur plusieurs machines Redis. Et ce consistent hashing, je ne sais pas si tu connais ce principe-là. Enfin, c'est le principe, c'est tu vas partager tes clés sur plusieurs serveurs. Et si tu perds un serveur, les clés qui étaient à destination de ce serveur vont être réparties sur les autres.
Et donc on a dû inventer ça au niveau de Redis pour pouvoir avoir de la résilience sur Redis. Et enfin, tu as de la résilience en mettant un peu plus de machines virtuelles pour tes workers que nécessaire, en se disant, ben voilà, s'il y en a 4, 5, 10 qui tombent en rade, ben les autres vont assurer le coup. Merci pour la présentation. J'avais deux questions. La première, c'est on parle de CDN. Oui. CDN, moi j'ai plutôt à l'esprit internationalisation, finalement taper un peu à droite à gauche. A priori c'était une émission française. Pourquoi CDN? J'ai l'impression qu'on maintenant on a tendance à utiliser beaucoup les CDN plus pour justement balancer de la charge un peu ailleurs, statique, alors qu'on n'a pas besoin d'internationalisation. Tout à fait. Là c'était l'émission Le trafic qui venait de France et de Belgique, donc de France. Nous, on a utilisé les CDN, je parle sous le contrôle de Baptiste là, qui est devant moi, mais pour les tuyaux en fait, parce qu'ils étaient capables de nous proposer le débit. Donc, par exemple sur QGIS, qu'est-ce que je sais vraiment, pardon, on a eu 40 gigabits seconde de débit, ça tenait pas, nous, ça sort pas de notre data center. Enfin, ça sort pas avec tout le reste, quoi. En plus de tout le reste, ça sort pas. Les CDN, ça nous permettait de dire, voilà j'ai le tuyau. Il y a un deuxième point sur les CDN, c'est que sur les CDN qu'on a utilisés, je vais finir par dire son nom, mais il avait différents points il y a aussi un avantage pour la web perf. Il avait des points de sortie un peu partout, un à Marseille, un à Paris, un en Allemagne, un en Angleterre. Enfin, il avait, je ne sais plus comment ça s'appelle, les points de présence. Il y a différents points de présence qui amélioraient un peu la web perf. Alors que dans notre data center chez nous, le seul point de présence, entre guillemets, c'est à Paris. Voilà. Finalement, on cherche des services. Je trouve qu'on est nombreux à utiliser ce genre de service, finalement, de gros tuyaux. J'ai l'impression que c'est surtout ça qu'on cherche. Mais alors, je sais pas si ça existe. Si j'ai un peu de temps, moi je peux vous raconter une petite anecdote marrante. C'est un soir de Qu'est-ce que je sais vraiment, il y avait une promo sur Steam. Je ne sais pas si vous connaissez Steam. C'est oui, tout le monde achète. Puis il y a plus de gens qui connaissent Steam qui ont regardé Rising Star. Mais donc Steam, c'est un fournisseur de jeux vidéo, quoi. Donc il y avait une promotion sur Steam et Steam utilise sûrement tous les CDN du marché, je pense, pour délivrer ses jeux. Et donc nous, on a eu un peu des incidents sur notre CDN qui ont été remontés par notre monitoring, parce que les devices n'arrivaient plus à contacter nos API, et puis le prestataire a conclu l'Internet était cassé, quoi, en fait. La promotion sur Steam avait cassé l'Internet. Et là, on imagine, on a fait une émission, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont joué, c'est relativement modeste par rapport au score qu'on fait en télévision en France. Tu peux avoir 6 millions de personnes qui regardent la télé le jour. On a un taux de pénétration du second écran de 50%, où il y a 3 millions de personnes qui regardent la télé et qui jouent en même temps que la présentatrice, elle pose une question, etc. Il n'y aura pas un problème de scalabilité en écriture de DynamoDB, il y aura un problème de tuyau. L'Internet, il ne va pas marcher. L'Internet, il n'est pas prêt pour le second écran, en fait. Une adoption massive du second écran. Il y a une question ici. C'est bon? Il y a une question de monsieur. Merci pour la présentation. Juste simple question, le temps entre la commande et puis l'émission, la durée, et puis donc de la conception au développement, et éventuellement des infos sur le budget, même avec des fourchettes éventuelles. Alors je vais pas parler de combien ça a coûté. Le seul truc, non, on en parlera, mais plus tard si tu veux. Le seul truc que je peux te dire, c'est que le coût des infrastructures était ridicule par rapport au coût au coût de ça, hein, au coût des bonhommes le soir mobilisés. Hein. Donc, mais bon, voilà. C'était aussi un des avantages du cloud, c'est que le jeudi matin on setupait le système, et puis le vendredi matin, le soir on l'éteignait. Ça c'est quand même assez intéressant. Et enfin, le temps de développement. Donc on a eu le kick-off le 1er avril, on a dû développer pendant 2 mois, je pense. Et ensuite, on a fait les tests de montée en charge, la recette, avril, mai, juin. Voilà, en juillet, août, septembre, on a développé 2 mois et demi, je pense, et puis 2 mois et demi de tests de montée en charge et de recettes avec nos clients.
Oui, non, ça c'est pas que des développeurs en fait, mais avec des équipes en, je dirais, 2 dizaines de développeurs. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a un projet, moi je vous ai parlé que du back-end, mais il y a aussi le front-end, enfin j'ai pas pu évoquer tous ces aspects-là, le front-end, l'intégration aux applications mobiles, l'intégration au système TV, c'est très dispersé, quoi. Voilà. On a le temps ou... Non, il faut s'arrêter. Allez, ça. Je vous remercie. Juste un petit mot, je suis là encore jusqu'à la fin du PHP Tour, et avec moi je suis venu avec Baptiste qui était sysadmin sur ce projet, et Mickaël qui s'est occupé de l'équipe de dev. Voilà, donc ils sont là, levez la main les garçons, si vous voulez leur parler plus précisément sur ce sujet. Voilà, merci.